La République, c'est nous aussi, c'est le message principal scandé sous la pluie hier soir à Paris par des centaines de personnes, dont beaucoup en fauteuil avec des cannes ou des chiens guides. Ce rassemblement organisé place de la République par le collectif Handicap marquait les 20 ans de la loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui concerne 12 millions de personnes et 9 millions d'aidants. En France, le texte voté il y a donc tout juste 20 ans, un 11 février 2005, contenait de grandes avancées qui ne se sont pas forcément concrétisées. On va le voir avec nos invités. Bonsoir Pascale Ribes. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'APF France Handicap. On va parler notamment de ces fauteuils avec une annonce la semaine dernière d'Emmanuel Macron s'agissant de leur remboursement. Virginie Delalande, bienvenue à vous. Vous êtes avocate de formation. Vous avez été la première avocate sourde profonde en France et vous êtes conférencière internationale désormais, fondatrice du Handicap Power et présentatrice télé également. Elvire Cassan, à vos côtés, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous êtes la maman d'une fille atteinte de dyslexie, mais je devrais dire 10 parce que ce n'est pas la seule chose et vous êtes venue avec un livre dont on va parler tout à l'heure. Ce livre, il a pour titre L'Odyssée des 10, c'est aux éditions Stock, on le voit. Vous rendez visible en fait ces troubles méconnus et le combat des familles. Pascale Ribes, quel bilan tirez-vous de cette loi handicap 20 ans après? Une loi qui a créé notamment l'obligation d'accessibilité aux lieux publics pour les personnes en situation de handicap. Alors après 20 ans, on peut dire que nos droits sont toujours bafoués et typiquement sur le sujet de l'accessibilité, on n'a quasiment pas avancé. Alors on a toujours aujourd'hui donc à peu près 50% des établissements recevant du public qui ne sont toujours pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Combien avez-vous dit? 50%. 50% des lieux publics. Des établissements recevant du public qui sont sous l'obligation de se rendre accessibles en fait. La loi du 11 février 2005 avait donné donc 10 ans en gros pour se rendre accessible à tous les établissements recevant du public et à tous les commerces, etc. 10 ans après, donc en 2015, on a essayé d'enjamber l'obligation légale, on va dire comme ça, puisqu'on a sorti un agenda d'accessibilité programmée, ce qui permettait de donner 3, 6 ou 9 ans supplémentaires pour se rendre accessible. Et là, on voit, on est 10 ans après, et ça n'a quasiment... Donc ce n'était pas contraignant, en fait, les établissements ne risquaient absolument exactement, rien. Il n'y avait pas de sanctions suffisantes, en tout cas, pour pouvoir, être effectif. Et quand la sanction... Au bout de 10 ans, normalement, c'était sanctionnable. Et c'est là où on a sorti les fameux agendas d'accessibilité programmés qui ont permis de ne pas l'être puisqu'ils ont prorogé, voire dérogé à l'obligation d'accessibilité. Vous direz que c'est la première discrimination en France. Est-ce que c'est le cas par rapport aux discriminations de genre, par rapport au racisme? Ça reste le handicap la première discrimination? Oui, c'est attesté par la défenseure des droits, donc, qui montre dans ses rapports que le handicap reste la première cause de discrimination en France dans tous les domaines confondus, et pour la 7e année consécutive. Ça veut dire qu'on a véritablement un problème de fond qui est voilà. Et le regard des autres notamment. Virginie Delalande, pour Catherine Vautrin, la philosophie de cette loi, c'était l'inclusion, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Qu'en est-il en matière d'inclusion, justement, selon vous, 20 ans après, vous concernant et concernant celles et celles qui nous regardent et qui ont le même trouble que vous? Alors, j'aurais adoré être très optimiste avec ma nature, mais force est de constater que si je parle de la langue des signes fait partie des langues nationales. Et pour autant, on a toujours de grandes difficultés à scolariser les enfants dans des établissements qui acceptent cette langue pour l'enseignement. Tout ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que hier soir, j'ai assisté comme toi, Pascal, à la manifestation place de la République. Et 2 personnes sont venues me voir en me disant qu'elles ne travaillaient plus parce que justement, tout ce qui était en relation avec les autres n'était toujours pas travaillé dans ce souci d'inclusion. Et donc, je m'aperçois quand même en étant optimiste, même en trouvant plein de solutions techniques, la réalité reste très difficile. Et je fais partie d'un groupe de 66 personnes sourdes. Et pour le coup, je suis des personnes qui réalisent comme moi parfaitement. Et je suis des personnes qui ont fait des études extrêmement brillantes, sciences politiques et compagnie.
Et aujourd'hui, quasiment personne n'a le statut de cadre. Alors que lorsqu'on a du même âge, évidemment, des salaires bien meilleurs et sont tous cadres aujourd'hui. Alors avant de parler des troubles 10, un mot quand même sur votre vie, votre expérience. À l'âge de 9 mois, vous êtes bébé. Les médecins disent à vos parents que vous n'allez jamais parler. Force est de constater qu'ils ont eu tort, mais il a fallu un véritable combat. Pendant 20 ans, 3 séances d'orthophonie par semaine. C'est un véritable combat. La loi, elle aurait pu changer quelque chose, selon vous? À ce moment-là, honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça aurait changé mon parcours scolaire. Oui. Parce qu'il n'y avait aucune accessibilité de cours, aucune accessibilité de l'ingama. C'est une exclusion. Oui, et quand j'étais à l'université, aucun professeur n'a voulu me passer ce cours au prétexte que, quand même, vous allez me faire du troc, vous allez tout transmettre à vos camarades. Alors que j'avais pu leur expliquer que j'étais sûre de leur apporter un audiogramme pour leur dire, mais je n'entends rien. Ouais. Rien à faire. Et aujourd'hui, ça n'a pas tellement évolué, malheureusement. Ça dépend de l'établissement. Mais ça reste quand même difficile. Ça reste à la marge et ça reste difficile. Le bilan n'est pas excellent, dit la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. S'agissant de ce que vous vivez, vous, dans votre famille, avec votre fille, est-ce qu'on avance ou pas ? C'est exactement ce qui vient d'être dit finalement pour l'accessibilité, le fait que les enfants aillent à l'école ordinaire. Ça, c'est une grande avancée de la loi de 2005, en tout cas dans le texte, puisqu'on dit qu'on va accueillir tous les enfants, quel que soit le handicap. Ça devient un droit fondamental. Mais il n'empêche que factuellement, si vous voulez, on se retrouve avec des enseignants pas formés, des mesures de compensation, c'est ce qui avait initié la loi de 2005, qui est fondée vraiment sur des mesures de compensation. Donc on va mettre des AESH, des accompagnements d'élèves en situation de handicap, qui vont lire les consignes aux enfants, des choses comme ça. Donc on met plein de béquilles, mais personne n'est formé, les AESH ne sont pas formés, les enseignants ne sont pas formés. Les troubles 10, ça représente quand même 2 enfants par classe, donc c'est quand même des volumes assez considérables, et je ne parle que des 10. Oui, alors 10, DYS, s'agissant de votre fille, il n'y a pas que la dyslexie. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement quels sont ces troubles? Oui, c'est ça. En fait, finalement, donc ma fille, elle a 4 troubles 10. Donc, elle a d'abord, en fait, on diagnostique un trouble un peu majeur, donc c'est l'accès à la lecture. Donc, elle a 6 ans et c'est la dyslexie. C'est quoi? C'est l'inversion des syllabes? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Ils inversent des sons, les lettres peuvent bouger. Et souvent, il y a la dysorthographie qui va avec la dyslexie. Et là, c'est pas ne pas savoir accorder le participe passé, c'est vraiment une enfant qui écrit en phonétique. Et ils ne voient pas leur faute. Donc le mot enfer, c'est souvent un exemple que je prends. Elle peut me l'écrire de toutes les manières différentes parce qu'on est dans une langue opaque en France. Le son en a plusieurs manières de s'écrire. Mais pour elle, c'est enfer. Pour elle, c'est enfer, oui. Ouais, tout à fait. Après, elle est aussi dyspraxique, donc elle a un problème dans le geste, la finesse du geste, mais elle l'a comme ça. D'autres ont des grandes difficultés. Les adultes, la dyspraxie, c'est très complexe parce qu'ils ont des grandes difficultés pour passer le permis. Donc, comme ils ne peuvent pas passer le permis, notamment quand on n'habite pas à Paris, c'est fondamental pour avoir accès à l'emploi. Et c'est un empêchement supplémentaire. Et il n'y a pas d'auto-école formée. Et elle a aussi une dysgraphie qui va souvent avec, donc elle peut faire des grandes lettres, des petites lettres, des choses comme ça. Elle avait quel âge quand ça a été détecté? Le premier trouble, elle a 6 ans. Après, en fait, les troubles s'agglomèrent, s'agglutinent. On parle de comorbidité. Et donc, c'est un parcours du combattant infini. Elle est dans une classe dans le tronc commun? Non, elle a été sortie du système classique. Ça a été un véritable crève-cœur pour moi parce que je suis fille de prof. Mais elle a passé une année très, très douloureuse. Le diagnostic, l'école, trouver sa place dans le monde du travail, vous le dites, constitue donc des obstacles qui génèrent des souffrances pour les personnes 10 et pour leur entourage également. On va voir peut-être si vous aviez une préconisation en termes de loi, de législation pour avancer. Pascal Ribes, la semaine dernière sur le réseau social TikTok, le président français a annoncé le remboursement par la sécurité sociale des fauteuils roulants. Ça coûte très cher en moyenne, c'est combien un fauteuil roulant? Alors, ça coûte très cher. C'est la compensation du handicap. J'aimerais dire d'abord que la loi, puisqu'on parle de l'anniversaire de la loi du 11 février 2005, 20 ans après, ça fait longtemps que nous demandons effectivement que l'aide technique, c'est une aide technique, le fauteuil roulant, soit entièrement remboursé parce que ça laissait de lourds restes à charge pour la personne. En gros, aujourd'hui, par exemple, mon fauteuil roulant, qui est un fauteuil en alliage léger, coûte, un fauteuil roulant manuel peut coûter jusqu'à 10 000 euros, 12 000 euros. C'est le cas des fauteuils roulants en alliage léger. Un fauteuil roulant électrique
peut coûter jusqu'à 50 000 €, parce que voilà, ce sont des choses qui sont très spécifiques et très techniques. Et donc, vous avez un remboursement sécurité sociale jusqu'ici, qui était de 600 € pour un fauteuil roulant manuel, un coût de 10 000 €, 600 € de remboursement de sécu. Et pour donc le fauteuil roulant électrique, le remboursement sécu était de l'ordre de 5 600 €. Et à partir du 1er décembre prochain, donc vous nous confirmez, d'après les dires du président français, ce sera 100%. Alors oui, c'est comme les appareils auditifs. Comme il y avait une surdité légère, c'est pris intégralement en charge. Mais comme il y avait une surdité comme la mienne, pas du tout. Il faudra lire entre les lignes alors, ouais. Et les personnes en situation de handicap n'ont pas de mutuelle ? Mais certaines, oui, mais toutes les mutuelles ne couvrent pas les surcoûts comme ça. C'est des milliers et des milliers d'euros. Ensuite, tout le monde n'est pas assurable, justement, si vous avez déjà eu, si votre handicap est ancien. Mais quand on vous écoute, cette loi, il n'y a rien de bon à en sortir tout de même. Ah non, moi je trouve que tout est bon dans la loi. Tout est bon dans la loi d'il y a 20 ans. Non, tout est bon dans la loi de 2005. Pourquoi ? Parce qu'elle reposait donc dans le texte. Dans le texte. Ouais. Le titre déjà, dans la lettre, effectivement. C'était vraiment la loi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté. Ça, c'est le titre. Et ça reposait sur 2 grands piliers. Pour arriver à ce résultat-là, participation, etc., eh bien, ça reposait sur 2 piliers. Accessibilité universelle de tout, pour les personnes en situation de handicap, et plus la compensation individualisée à hauteur des besoins. Par exemple, le fauteuil roulant. Dès lors que une de ces 2 parties de l'équation n'est pas réalisée, vous voyez bien qu'en fait, ça ne peut pas être effectif. Mais c'est l'effectivité des droits qui n'était pas remplie jusqu'ici, toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, et surtout parce que il n'y a aucune sanction, en fait, notamment sur l'accessibilité. En gros, aujourd'hui, on discrimine, parce que l'inaccessibilité induit donc de la discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, en tout cas empêche de pouvoir accéder à tout comme tout le monde, et pas de sanction. Donc, on n'avance pas forcément. Vous nous parlez dans un instant peut-être de cette initiative avec la RATP, la mairie de Paris, mais d'abord peut-être sur cette question de la discrimination. Est-ce que ce sont des choses, que vous vivez encore aujourd'hui ? Vous êtes conférencière, avocate. Est-ce que ça existe encore, le regard de l'autre ? Alors, le regard de l'autre, c'est évident. Je vais vous donner 2 illustrations très rapides. La première, j'ai assisté à un salon professionnel et je me rapproche d'une association de professionnels de l'événementiel. Je me présente en disant que je suis conférencière et immédiatement, la personne en face me répond « Mais vous êtes payé pour ça ». Deuxième illustration très récente, j'ai été sollicitée par une entreprise pour donner une conférence et l'un de mes confrères était sollicité exactement au même moment par 2 services différents. Et on a annoncé exactement le même tarif. Et moi, ma réaction a été mais c'est une personne handicapée, je ne comprends pas. Et lui, ce tarif a été accepté tout de suite. C'est quand même encore vraiment concret. Vous qui voyagez et qui donnez des conférences, est-ce qu'on est en retard ? Je sais que par exemple, s'agissant sur le diagnostic, par exemple sur les troubles autistiques, le Québec est en avance dans la détection. Peut-être toutes les 2. Est-ce que ça paraît même effarant, la question de l'accessibilité, qu'on soit aussi en retard en France que d'autres pays, francophones y compris ? L'accessibilité, elle englobe beaucoup de choses. Elle englobe effectivement tout ce qui concerne les fauteuils roulants, c'est ce qu'il y a de plus visible, de plus présent. Là, c'est l'accès à l'éducation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi... c'est-à-dire que dans l'idée de la loi, il y avait l'idée aussi de rendre accessibles les savoirs. Et on n'a jamais repensé la manière d'enseigner, finalement. C'est-à-dire que ça aurait été intéressant, justement, d'être dans l'accessibilité universelle des apprentissages, ce qui se fait beaucoup au Québec. Et un exemple quand même frappant, la loi a 20 ans, et les manuels scolaires, ils sont toujours pas adaptés aux enfants 10 notamment. Et vous voyez, c'est-à-dire que souvent... Mais comment vous l'expliquez, ça ? On ne peut pas dire que politiquement, il y a une volonté de ne pas... Est-ce que c'est un coût ? Est-ce que c'est un manque de culture ? C'est pour ça que je prends cet exemple, parce que souvent, ce qui est mis en avant, c'est le coût. Notamment pour l'accessibilité, que vous connaissez bien mieux que moi. Mais souvent, ce qui est mis en avant, c'est le coût. Nous, si vous voulez, sur la partie des handicaps invisibles, notamment les troubles 10, qui représentent quand même, je rappelle, 2 élèves par classe, quand même pas du tout anodin, finalement...
rendre accessible en plus un manuel pour des enfants 10, donc c'est-à-dire colorer les syllabes, par exemple. Faire un interligne Arial 1,5. Il s'agit de ça. Ça permet en plus d'aider les faibles lecteurs et ça ne pénalisera pas le groupe classe. Et c'est pas si onéreux que ça. Donc il n'y a pas de réflexion. Enfin, il manque une réflexion et il faut s'approcher des familles aussi, entendre ce que vivent les familles. Moi, j'ai des messages tous les jours de parents désarmés. 7 millions en France Il y a 10% de la population qui sont concernés. Donc dans les enfants, ça fait 1 million. Les derniers chiffres annoncés par la FFD, c'était 1 million d'enfants. Mais il y a surtout, vous parliez de l'accès aux soins, vous nous interrogez là-dessus. Ça, on repère mieux, c'est pour ça que les chiffres sont exponentiels. L'école maintenant, en 20 ans, il y a 3 fois plus d'enfants en situation de handicap qui sont accueillis au sein de l'école. Il y a beaucoup d'enfants 10 dans ce grand lot. Mais il n'empêche que c'est toujours pas... il n'y a pas de formation, les AESH ne sont pas formés, on n'a pas repensé cette manière d'enseigner, comme d'autres pays le font. Comment vit cette situation votre enfant, si ce n'est pas... Elle le vit comme beaucoup d'enfants du même âge qu'elle. Il y a eu des années très bien. C'est très prof. En plus, les parcours sont très prof, établissement dépendant et même université dépendante et manager dépendante. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que donc il y a le parcours de fond des parents pour l'accès au diagnostic et essayer de rattraper l'enfant. Moi, mon enfant, elle va bien, elle va mieux parce que elle a eu des années difficiles, comme tous les enfants en situation de handicap à un moment donné, parce qu'on peut tomber sur un prof qui veut pas comprendre, si vous voulez. Mais ça va. En fait, c'est ça la difficulté, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. C'est qu'on ne protège pas nos forces des enfants en situation de handicap. C'est qu'on nous confronte en permanence à des difficultés que les adultes sont censés anticiper ou prendre en considération. Donc il y a une violence institutionnelle qui est terrible. Et par la connaissance de que je l'ai vécu, il y a des enfants en situation de handicap. Il y a des parents qui se retrouvent, de la part, on ne va pas généraliser, parce qu'il y a des enseignantes et des enseignants qui doivent être, mais parfois des mots durs quand même, en disant... Oui, alors après, je pense que les enseignants sont malheureux aussi, c'est-à-dire que moi j'en rencontre beaucoup d'enseignants et tous me disent, mais nous on aimerait être formés, on aimerait pouvoir accompagner, et ils ne sont pas formés, si vous voulez. Ils ont 60 heures dans de modules de 20 heures dans de modules de formation sur la formation initiale, c'est tout petit, c'est tout le spectre du handicap. Donc non, je pense qu'il y a une grande difficulté. Et après, là où c'est très compliqué au niveau de c'est les maisons départementales des personnes en situation de handicap. Ça, c'est très, très compliqué. Ça crée des grandes inégalités. Pascal Ribes, le temps file. Il nous reste 1 minute. Je sais que les Jeux de Paris ont suscité un immense espoir, mais vous dites qu'il aurait fallu transformer l'essai. Il n'y a toujours pas de portefeuille en France, je parle sous votre contrôle, dédié au handicap aujourd'hui. Mais un mot peut-être pour positiver sur la RATP et cette initiative. Alors, si on a obtenu donc le portefeuille au handicap, donc a été comblé. Par contre, donc sur la RATP, donc c'était pas la RATP déjà. En fait, nous avons essayé, au moment des Jeux. En fait, on s'est dit, il faut continuer à surfer finalement sur ce que les Jeux ont quand même produit, une promesse de vivre ensemble en fait pour tout le monde et un vrai donc là-dessus et pas d'exclusion justement et l'inclusion est c'était donc on s'est dit il faut maintenant qu'on continue à surfer sur ce modèle de société quand même qui était pour gagner d'autres batailles et on a signé un pacte pour donc le métro accessible, en mettant autour de la table donc la mairie de Paris, la région, l'État on pouvait pas parce qu'il était à ce moment-là, il n'y avait plus de ministre en fait, on attendait les suivants, mais l'idée c'est que tout le monde se mette autour de la table pour ne pas renoncer à l'idée de rendre le métro accessible et se mettre en ordre de marche pour le faire, et c'est ce qu'on en ordre de marche, et on peut suivre sur votre site internet, bien entendu, toutes ces infos. Merci beaucoup à toutes les trois, infiniment d'être venues sur notre plateau.